Quatrième jour de compétition de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au stade de la Paix de Bouaké, dans la poule D, les étalons se sortent du piège Morabitoun, Burkina Faso 1, Mauritanie 0. Sous l'ombre du mont Korogo, les Brave Warriors de Namibie enlèvent une plume à l'aigle tunisien. Alors que l'aigle malien vole haut, au-dessus des têtes des Bafana Bafana, 2-0. Le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI 2. Bienvenue dans votre magazine de débrief des jours de match, Soir de CAN, épisode 4. Et pour cet épisode, je suis avec des habitués. Magoula Diop, journaliste de sport, bonsoir. Bonsoir Roméo. Vous avez passé un bon moment de football, je suppose. Oui, une très belle journée de football avec notamment un coup de tonnerre. Voilà, donc. On y reviendra donc dans le fil de cette émission. Coach Rigo, actuel entraîneur du Stella Club d'Adjamé, bonsoir. Bonsoir Roméo. Alors, s'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette journée? La victoire des Ouest-Africains, je suis content pour la victoire du Burkina et puis du Mali. D'accord. Et puis, il nous rejoint dans cette aventure de soir de CAN, passé par l'UFC San Pedro. L'US Monastir a été son dernier domicile. Il a même compéti à la Coupe arabe où il a rencontré le club de Cristiano Ronaldo Al Nassr. Gianni Tarek, bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, merci. Vous avez passé un bon moment, même si la Tunisie n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Oui, mais il faut être franc. La Tunisie, aujourd'hui, la Namibie a mérité sa victoire. Ils étaient, surtout dans les dernières minutes, elle était au-dessus de la Tunisie, surtout sur le plan physique. Ils étaient plus concentrés, ils avaient beaucoup de certitudes. Ils ont marqué le but de victoire. C'était historique pour eux. La Tunisie doit revoir beaucoup de choses. Mais la Tunisie est habituée à se mettre dans la difficulté, et ils savent s'en sortir après. D'accord, on y reviendra donc plus en détail, mais pour l'heure, on va s'attarder sur cette équipe des étalons du Burkina Faso qui ont su se sortir du piège mauritanien en l'emportant sur le score de 1-0. Et déjà, nous allons aller vers le fait de jeu de ce match-là, qui est ce penalty qui intervient dans les derniers instants de la rencontre. Déjà, est-ce qu'il y a discussion, pénalty ou pas pénalty, Magoula Diop? Non, pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a faute. Le défenseur, on voit qu'il attaque par derrière, il n'arrive pas à avoir le ballon. L'attaquant burkinabé touche en premier le ballon et puis le ballon ne change pas de direction. Je pense que c'est vrai que l'attaquant burkinabé, il cherche un peu quand même le pénalty, mais il est touché, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion. Le pénalty est bien justifié. Rigo, déjà, l'arbitre, il siffle corner. Ensuite, il y a l'intervention du CAR. Le CAR n'arrive pas à se décider, il va à la VAR. C'est judicieux, le comportement de l'arbitre? Bon, c'est judicieux, il a sifflé ce qu'il a vu. Voilà, donc dans l'action, tout de suite, tu ne sens pas qu'il y a contact. On voit un joueur qui tacle, puis on se dit que l'autre plonge. Voilà, donc il a fallu, heureusement, la VAR. Véritablement, je pense que c'est venu pour sauver ce genre de situation. Parce que je me rappelle bien, la CAN dernière, le Burkina a été ficelé d'un gros pénalty comme ça. Et cette fois-ci, Dieu merci pour eux, ça a été sifflé parce que un arbitre, à ces instants-là, on est à 0-0 et c'est les dernières minutes. C'est un derby sous-régional quand même. Et il est prudent. Et heureusement qu'il y a la VAR. S'il n'y avait pas la VAR, on allait encore faire des erreurs. Et véritablement, je pense que le pénalty est là parce que le joueur adverse a mis le pied, a eu un excès d'engagement. Voilà, il faudrait pas avoir, il devait se retenir là. Voilà, dès que le gars touche le cadre, et puis le ballon va en sortie de but, mais il a osé tacler. Et vous voyez, dans sa chute, il y a le pied du joueur. Voilà, donc il a une atteinte à l'intégrité physique et ça, vraiment, on ne badine pas là-dessus. La santé du joueur est mise à rude épreuve et là, vous voyez, il peut avoir une double fracture péronée, tout et tout. Et là, la VAR ne s'amuse pas là-dessus. Les arbitres ont reçu les consignes fermes d'intervenir quand c'est comme ça. Et il a fait, c'est un pénalty vraiment judicieux pour le Burkina qui n'a pas craché sur l'occasion. Effectivement, dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023, la VAR intervient énormément. Et là, Gianni Tarek, il y a pénalty qui est accordé. Et puis, il y a Dayo qui se propose, qui a le ballon, mais à la fin, Bertrand Traoré, qui venait d'entrer en jeu, qui a récupéré le brassard, prend le ballon, prend l'initiative, et puis boite le pénalty.
Il n'y a pas de hiérarchie de tireur ou bien c'est le fait qu'il soit le capitaine qu'il se récupère ce pénalty-là pour le frapper? Oui, bien sûr. Le Burkina, c'est une grande nation de foot. Même dans les clubs, on sait que le coach toujours désigne premier tireur, deuxième tireur, troisième tireur. Le premier tireur, c'est Souf, même à Berkane, c'est lui le premier tireur. Mais il y a des cas où, dans des temps comme ça, spécial, il y a un joueur qui peut assumer, qui prend la responsabilité avec son expérience, avec son talent. Heureusement, Bertrand Traoré a réussi à marquer le but. Sinon, ça va causer des problèmes dans le groupe. Mais c'était courageux de la part de Bertrand. Bertrand qui fait figure de taulier, d'ancien dans cette sélection des étalons du Burkina, qui accepte son rôle de remplaçant. Dès qu'il rentre à la 80e minute, c'est lui qui teste les gants du portier Morabitoun et là, il prend ses responsabilités. Ben, je pense que ce n'était pas véritablement dans le plan du Velud de le faire entrer, parce qu'il est un peu diminué physiquement, il sort d'une blessure. Et donc, je pense que le coach a voulu voir la tournure du match pour prendre une décision. Et vu la physionomie de la partie, les Mauritaniens avaient le ballon, ils se faisaient menaçants. Le gardien Vekofi sortait des parades. Et il ne voyait pas vraiment son équipe assez percutante aux avant-postes. Donc, il s'est senti obligé de lancer dans le bain son meilleur atout offensif, Bertrand Traoré, qui est rentré, bon, n'a pas montré grand chose, mais vous savez, c'est un leader et sa présence motive certainement ses coéquipiers. Donc, ce pénalty, bon, nous, Ivoiriens, ça ne nous surprend plus aujourd'hui, ce genre de scénario-là. Nous sommes habitués à ça. On se souvient de 2012. Tout à fait. Voilà, effectivement, le scénario de 2012. Mais Rigo, le milieu de terrain burkinabé, on va s'y apaisantir, formé par Adama Guira, Blati Touré, Aziz Ki, passé par la SEC Mimosa, désormais aux Young Africans. Et c'est de ce milieu de terrain qu'est issu l'homme du match, Blati Touré. Bon, je pense que là, c'est vrai que Blati a eu ce prix-là, mais je le donnerais plutôt à Hervé Kofi à cause de ses arrêts en première mi-temps. Parce que si Hervé n'avait pas été décisif en première mi-temps par ses arrêts, on aurait déjà vu un Burkina qui était mené. Voilà, donc déjà celui qui a porté le match. Mais Blati s'est réveillé en deuxième partie du match. Ça a été un sursaut du milieu de terrain. L'entraîneur aussi a su composer. Guira, on l'a vu, il était plus défensif et il a demandé à Blati de pousser un peu, d'être ce relayeur-là. Donc en deuxième mi-temps, Blati a su être ce relayeur-là qui a permis à Aziz Ki, et puis avec l'entrée de Taksoba et du capitaine, d'avoir cette même mise-là sur la fin du match. C'est-à-dire que ça a permis au Burkina même de se projeter avec 4 attaquants et ça fait que les 4 défenseurs mauritaniens étaient un peu débordés. Ça fait reculer l'équipe de la Mauritanie. Et Bertrand Traoré, avec son flair, c'est-à-dire que le leader naturel, en entrant, ça donne un bonus mental à son groupe. C'est-à-dire que ses amis, tout de suite, ont une deuxième force. Surtout que Taksoba déjà était lancé dans ce match-là, dans son rôle de joker. Blati fait un sursaut, Taksoba remue le côté, et puis Bertrand en rajoute, sans compter que Aziz qui est là. Donc ça veut que le Burkina avait maintenant des atouts en attaque pour pouvoir perturber cette défense inexpérimentée, parce que ce pénalty-là, ça relève de l'inexpérience. Voilà. Mais l'entraîneur a su ajouter, c'est-à-dire qu'un banc de touche fort pour pouvoir véritablement, voilà, ça part. Un d'abord des arrêts de Kofi, qui devait être l'homme du match pour moi. De 2, le sursaut du milieu de terrain à travers Blati. Et puis de 3, le banc de touche, la profondeur du banc de touche qui a fait parler et qui a donné raison au Burkina. Et véritablement, je pense que c'est une victoire aussi méritée. Gianni Tarek, Blati Touré, Hervé Kofi, homme du match. Bon, pour moi, Blati Touré, il a trop couru. Dans le match, il a fait presque 11 km. C'est l'un des maillons forts de Burkina. C'est un joueur d'expérience. Peut-être beaucoup ne voient pas le travail tactique qu'il fait. Il fait beaucoup de couverture, surtout sur les montées des latéraux. Il couvre toujours. Mais Hervé, il a fait 4 arrêts aujourd'hui. Même dans ses relances, il a réussi 15 passes longues sur 18. C'est-à-dire même au jeu de pied, il est fort, Hervé. Il était rassurant. Pour moi, c'est lui qui a mérité, normalement, qui mérite le man of the match.
mais je ne sais pas qui a choisi. Mais Blati, il ne faut pas négliger son rôle très important. Il est très rassurant devant la défense. Magoula Diop, on est à 2 pour Oui, Hervé Kofi. Blati Touré a été égal à lui-même. C'est pratiquement les mêmes prestations qu'il fournit aux Pyramides. Donc, bon, moi, j'ai trouvé un Blati Touré dans son élément, comme il a l'habitude de le faire. Je n'ai pas trouvé extraordinaire aujourd'hui. Et bon, moi, j'aurais donné ce prix-là à Hervé Kofi, qui pour moi évite au Burkina d'être en difficulté, parce que ce coup franc d'Aboubakary Koïta en première période, c'était hyper dangereux. Et puis bon, il y a cette frappe-là d'Aboubacar Kamara en seconde période aussi qu'il enlève. Donc c'est la grande classe. Et puis c'est un joueur qui a un très beau jeu au pied, très rassurant dans les buts, dans ses sorties. Moi, j'aurais donné ce prix-là à Hervé Kofi. Pour moi, c'est lui qui le mérite. Et je parie que, vous savez, les commissions qui donnent souvent les prix d'homme du match, les choix sont assez contestés. Je parie que Bertrand Traoré aurait joué tout le match, rien que pour ce pénalty transformé, on lui aurait donné le prix. C'est la première fois que dans Soir de Cannes, on est à contre-pied du choix de l'homme du match. Mais nous allons nous rendre du côté du stade de la paix de Bouaké avec notre reporter Aude Alégbé pour recueillir les impressions d'après-match de Blati Touré, Bertrand Traoré et Dayo Issouf. Edmond Tamsoba également. On va rester concentré et se focaliser sur le match contre l'Algérie. Et voilà, le plus important, c'est la qualité. Peut-être on a aussi la bête noire de l'Algérie. À chaque fois qu'on joue l'Algérie, ça ne se joue pas à grand-chose. Et voilà, on a une CAN, c'est une nouvelle année. Et voilà, les rencontres sont différentes. Et là, nous, on a un objectif. On ne se focalise pas que sur l'Algérie. On dirait plutôt on a un deuxième match qu'on va bien se concentrer, bien se préparer pour voilà, rester dans notre objectif de qualification. Ça a été une belle rencontre dans l'ensemble, ça n'a pas été facile. On a été face à une très belle équipe de la Mauritanie. Je pense que la différence, ça a été dans les toutes dernières secondes parce qu'on a cru et on a poussé jusqu'au bout. Et puis au final, on a fini par remporter cette victoire. On a arraché la victoire à la dernière minute. On les remercie beaucoup. On a demandé de sortir massivement pour le prochain match pour nous encourager. On est venu remporter la CAN, donc toutes les équipes, on va les affronter tête à tête et je pense que ça va aller avec le public. C'est un peu compliqué de jouer à 14h et voilà. Mais alhamdoulilah, on a la victoire, on va pas se contenter de ça. On va rentrer se reposer, il y a un gros match qui nous attend. Et justement, comment ce gros match se présente face à l'Algérie? Ouais, ça va être un bon match, que ce soit du côté de Burkina ou l'Algérie, ils ont des super bons joueurs. Et voilà, c'est à nous de se reposer et de venir prendre les 3 points ici, Inch'Allah. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette équipe des étalons du Burkina Faso. Les Morabitoun ont essayé, ils ont poussé, mais malheureusement, ils ont été inefficaces. On aura donc l'expertise de nos différents experts, mais avec les illustrations, bien sûr, proposées par la réalisation. Gianni Tarek, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Mauritanie? Il ne faut pas oublier que la Mauritanie, c'est une équipe qui monte en puissance sur le plan continental. C'est leur 3e participation consécutive. 2019-2021, mais c'est leur 7e match aujourd'hui dans une Coupe africaine, mais ils n'arrivent pas à gagner. Ils avaient le défi de gagner leur premier match, mais ils étaient devant une équipe vraiment... Mais le jeu était équilibré. Malheureusement, sur une erreur de penalty, ils perdent le match. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Ils peuvent faire mieux dans les prochains matchs. Rigo, est-ce qu'on a senti la patte Amir Abdou qui a fait quand même une très belle épopée avec les Comores lors de l'édition 2021 au Cameroun? On a vu une équipe mauritanienne véritablement engagée, mais après, est-ce qu'elle n'a pas commencé à douter pour totalement laisser l'initiative du jeu à l'équipe burkinabé? Mais je pense que le coach, on a senti sa patte parce que quand tu les vois évoluer en 4-4-2 en losange, ils ont empêché, surtout en premier mi-temps, au Burkina d'évoluer. Parce qu'ils ont fermé Blati.
ils ont fermé ce jeu intérieur-là. On n'a pas vu Aziz qui allait être ravitaillé tout et tout. On a senti que le coach avait vraiment mis un bon plan en match. Et deuxièmement, c'est que ça exposait les latéraux burkinabés. Donc, ça fait que les ailiers mauritaniens ont été très ravitaillés et ont eu même des opportunités. À travers cette action, on le voit, qu'ils récupèrent à l'intérieur et ils exécutent à l'extérieur et puis ça répare. Même malheureusement pour les Mauritaniens, ce qui a vraiment été dommage, ils n'ont pas été adroits. Ils n'ont pas été adroits ni sur les dernières passes, ni dans le dernier geste à la finition. Ils n'ont jamais été adroits et ça, en Coupe d'Afrique, ça paye cash parce que c'est un jeu qui va se terminer faussement, soit devant les buts ou devant votre but. Il faut être vraiment efficace et quand tu es dans son temps fort, il faut véritablement concrétiser le temps fort et malheureusement, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réussi à concrétiser. C'est vrai, on peut aussi parler de maladresse, mais Hervé aussi était dans un grand jour. Il était dans un grand jour, il a joué d'expérience, il a annulé toutes les occasions mauritaniennes, surtout les 2 tirs cadrés qu'ils ont pu avoir, il les a annulés. Et véritablement, je pense que c'est ce qui a fait que l'inefficacité s'est avérée du côté mauritanien. Magoula Diop, on a Mauritanie-Angola, la deuxième journée. Qu'est-ce qu'il faudra corriger pour les Morabitoun? Ah, ça c'est un peu compliqué, hein, parce que bon, je pense que les Mauritaniens, qu'ils continuent de travailler, ils ont un bon coach qui a déjà fait ses preuves avec les Comores. On a senti sa patte parce qu'il est allé chercher certains joueurs un peu en Europe, en France, dans certaines divisions inférieures qui apportent quand même un plus à cette équipe. Elle est en train de faire ses armes. Hein. On ne devient pas grand sur le continent comme ça. Voilà, 7e match de la CAN, ils n'ont enregistré que 2 matchs nuls, 5 défaites. Bon, je pense qu'on a trop tôt fait de présenter cette équipe de Mauritanie comme une équipe qui allait venir révolutionner tout sur... C'est vrai que le président Yaya fait vraiment du bon travail. Et puis, dans les catégories jeunes aussi, et puis même l'équipe féminine, ils ont de bonnes performances. Donc, il y a du bon travail qui est fait. Mais maintenant, la sélection doit franchir un cap. Et ce cap-là, pour moi, elle ne peut franchir ce cap-là que si elle arrive à avoir 1 ou 2 bons attaquants de finisseurs. C'est ce qui manque à cette équipe. La Namibie a longtemps bataillé pendant des années. Finalement, aujourd'hui, elle a eu sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec 2 attaquants hyper percutants. Donc, que la Mauritanie continue de chercher, qu'elle continue de travailler. Face à l'Angola, ça sera un peu difficile pour elle parce que l'Angola, c'est une équipe qui a un bloc très compact et une défense de fer. Et qui a contrarié énormément cette équipe de l'Algérie. À Bouaké, les populations de la ville de Bouaké, de la capitale du Bouaké, ont vibré au rythme de la CAN. Et notre reporter Aude Alegbe a promené son micro du côté des supporters, non seulement burkinabés, mais également mauritaniens. J'ai été surpris par cette équipe mauritanienne. Je ne m'attendais pas à qu'elle joue à ce niveau-là. Surtout le gardien, chapeau au gardien qui a montré qu'il a du talent. Et puis le numéro 7 surtout, qui a fait un petit pont sur le joueur burkinabé. Le meilleur a gagné sur ce match-là. Nous attendons le match et tout. Et j'espère que nous allons gagner et que nous allons nous qualifier pour la prochaine étape. On est fiers de notre équipe. On les soutient aujourd'hui et demain. C'est vrai, la victoire, ce n'est pas pour tout le monde. Mais on est derrière et on les soutient. Ils ont bien joué, vraiment, de gagner le sens. Vraiment, c'est plaisir Mauritanie, vraiment, félicitations, vraiment. C'est Merkan, voilà, vraiment, c'est Merkan. Ils ont organisé Merkan, vraiment, c'est Merkan. On a joué le match, vraiment. Le match était agréable. Nous, on est quitté jusqu'à Abidjan, on a joué. Burkina n'était pas meilleur que nous. Mais c'est pour la coup de chance, le Burkina nous a battus. Pas une faute, ils nous ont gagné, ils ont gagné un tir au but, ils ont marqué. Mais la Côte d'Ivoire est un grand pays qui est très béni. Dieu merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la fête continue. Je suis tellement quitté très loin que je n'ai même pas voulu que mon pays, mes frères, Burkina que je suis, moi je venu perdre un match. J'avais pronostiqué, j'avais dit, on le ferait 3-0. Mais Dieu comme il est fort, il a dit, Dieu il est fort, il a dit, il dit non petit, laisse. C'est tellement bon. On fait mourir, facilement. C'est ce qui a été fait. 1-0, 1-0. Cette victoire-là, nous les supporters, là, on donne à la VDP et à nos FDS.
Que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu peuple l'Afrique, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Je suis ivoirienne 100%, je suis venue supporter le Burkina parce que toutes mes amies sont burkinabés. Comme elles n'ont pas pu effectuer le déplacement, je les ai représentés dignement ici. Nous avons gagné 1-0. Je suis quitté à Abidjan jusqu'à ici pour venir prendre 1 point et 3 points pour repartir à Abidjan. On ne peut pas perdre. Si on perdait, on marchait de Boaké jusqu'à Abidjan. Je voulais dire à tous les Burkinabés, nous sommes chez nous ici. Merci aux Mauritaniens aussi qu'ils ont perdu, mais c'est une fête internationale. Voilà. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. C'est la joie de la CAN et nulle part ailleurs. La CAN de l'hospitalité, c'est en Côte d'Ivoire. Pour être complet sur cette poule de Boaké, nous avons donc en première position le Burkina, ensuite l'Algérie et l'Angola qui se sont neutralisés un but partout, et puis la Mauritanie ferme le banc. Nous nous rendons dans la capitale du Poro à Korogo, où en inauguration, sinon en match d'ouverture de cette poule à Korogo, nous avons eu la rencontre aigle de la Tunisie face aux Warriors de Namibie, et malheureusement les aigles ont volé plus que bas car battus par les braves Warriors de la Namibie. Voyons donc déjà la 87e minute ce but intervenu par la patte de cet attaquant virevoltant Otto. Magloire Diop, vous le signifiez avant qu'on arrive à ce dossier, que la Namibie avait 2 attaquants percutants, virevoltants, et ils vous ont donné raison avec ce sublime but inscrit. Oui, ils en ont fait voir de toutes les couleurs à la défense tunisienne aujourd'hui. Dion Otto, qui est l'attaquant d'Orlando Pirates, et Peter Chalulé, celui de Mamelodi Sundowns. Ces 2 attaquants très cotés sur le continent, et particulièrement en Afrique du Sud. Peter Chalulé, c'est le buteur historique de cette équipe des Brave Warriors. Et Dion est juste son lieutenant. Quand ces 2-là marchent, eh bien, la Namibie marche. C'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui, physiquement, je pense qu'elle a du coffre. La Côte d'Ivoire, on a eu l'habitude de jouer la Namibie. Elle nous a toujours bousculés. Hein? Mais contrairement à ses productions passées, cette fois-ci, on la sent beaucoup mieux organisée, moins de hurrah football, et puis elle s'est mieux exploiter maintenant ces transitions offensives. Je pense que c'est une équipe qui mérite sa victoire. Ça, c'est plus la Namibie qui bat la Tunisie que la Tunisie qui perd contre la Namibie. Félicitations à cette équipe de Namibie. Comme quoi, à force de travail, on peut avoir des résultats. Finalement, la Namibie a sa première victoire à la CAN. Je crois, c'est énorme quand même pour cette équipe de Namibie. Maintenant, la suite, mais il faut compter avec cette équipe de Namibie. Il faut compter avec cette équipe de Namibie. Rigaud, sur ce but, on a ce renversement de côté. C'est travailler à l'entraînement, c'est d'instinct ou c'est une amitié, une corrélation entre les joueurs d'attaque? Non, mais c'est travailler aussi à l'entraînement et puis c'est le consigne de l'entraîneur parce que, mine de rien, il joue les dernières minutes. Il projette 4 attaquants. Il a projeté 4 attaquants. C'est aux latéraux tunisiens de pouvoir faire la couverture. On sent là que le latéral tunisien, voilà, il est en villégiature, il assiste. Voilà, donc les 4 attaquants, vous voyez que c'est un centre shoot déjà depuis les 40 mètres. Donc ça veut dire qu'il recherche avec les longues balles, en grillant le milieu, avec ses longues balles, et rechercher ses attaquants. Et ça, il sait pertinemment que ces attaquants sont grands de taille et c'est des attaquants qui sont lancés, qui peuvent être efficaces à tout moment sur tous les ballons. Et donc, ils lancent une balle en cloche. C'était aux Tunisiens de bien défendre. Ils ne l'ont pas fait. Et véritablement, cet attaquant-là, il est récompensé parce que depuis le début, il le faisait. Moi, j'en voulais encore à leur capitaine, à Chalulé, qui a eu 2 opportunités comme ça, qui ne l'a pas concrétisé. Et là, sur ce coup-là, véritablement, je pense qu'il vient sauver cette partie-là parce qu'il fallait croire, il y avait de la place, parce qu'on ne sentait pas cette Tunisie-là. On sentait que cette Tunisie-là n'avait pas la même mise sur le match, donc il fallait croire jusqu'au bout. Et les Namibiens, on se rappelle bien, du 4-3, Côte d'Ivoire-Namibie, c'est-à-dire ils ont été menés, et à chaque fois ils sont revenus au score. Donc ils ont toujours ce fighting spirit-là qui les incarne. Et aujourd'hui encore, ils viennent de le démontrer à toute l'Afrique
que jusqu'au bout, ils peuvent obtenir quelque chose. Il faut faire attention à eux. Gianni Tarek, on suppose que cette défaite-là, personnellement, ne vous a pas ravi. Mais là, sur ce but, qu'est-ce qui a manqué dans l'alignement et dans l'animation défensive des Aigles de Carthage? Moi, je ne reconnais pas la défense tunisienne, surtout que l'équipe nationale de la Tunisie, c'est la meilleure défense dans la phase éliminatoire. Elle a encaissé qu'un seul but. Aujourd'hui, je ne reconnais pas les défenseurs. Même sur le but, il y a Ali Malo, le latéral gauche. C'est lui qui était devant, à droite, devant celui qui a centré. Donc, il a laissé sa place. La Namibie, c'est une équipe qui a cherché des décalages. Ils l'ont trouvé. Et la Tunisie a laissé beaucoup de déséquilibres, comme ce but. C'est un joli but. Regardez, c'est l'homme libre qui vient de loin, Otto. Regardez la fabuleuse passe. Et là, on est sur l'action qui aurait pu véritablement assommer cette équipe des Aigles de Carthage. Heureusement que l'arbitre intervient pour signifier cette position de hors-jeu, mais ça relève encore la désorganisation de la défense tunisienne. Peut-être la Tunisie n'a pas bien respecté son adversaire. La Tunisie a peut-être manqué d'humilité et elle a frôlé une humiliation si le but était confirmé. Ça sera une humiliation pour la Tunisie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la Tunisie, elle se met toujours dans ces situations, mais ils savent s'en sortir après. Si ce but refusé par le directeur de jeu, Rigo Gervais, c'est bien joué quand même de la part de cette équipe namibienne. Oui, je le dis, ils recherchent toujours la profondeur, puisque les Tunisiens veulent œuvrer par un jeu de possession, donc ils viennent en groupe. Donc dès qu'ils récupèrent tout de suite, ils cherchent la verticale et ils ont trouvé l'attaquant de pointe qui a fait un retrait. Malheureusement, le buteur s'est vite projeté. Il devait temporiser avant de partir pour éviter le piège du hors-jeu, mais il a décollé avant le ballon. Donc c'est logique qu'il soit derrière tout le monde. Mais il faut dire qu'à ce moment précis-là, sur l'aspect mental est couronné par le fighting spirit, puisque déjà ils étaient à 1-0. Ils savaient que les Tunisiens allaient venir, ils allaient laisser l'espace. Et on a vu que les attaquants étaient vraiment très très rapides. Ils se déplaçaient vite et ça fait que quand même cette Tunisie-là, il va falloir revoir parce que l'alignement aussi de la défense tunisienne, quand on regarde l'alignement, vous voyez, ils sont vraiment mal alignés, on ne sait pas qui fait quoi et le latéral était obligé de repartir, de couvrir tout le monde et véritablement ça fait désordre pour une équipe organisée qui a déjà fait le mondial, le dernier mondial la Tunisie y était et là qu'on voit qu'ils sont un peu à la rue devant une équipe de Namibie alors qu'ils ont encore d'autres adversaires. C'est un manque de communication de la défense namibienne. Une désorganisation totale et puis je plains encore, on sent qu'il n'y a pas de leader. Alors que les défenseurs comme Maouloud qui ont une grosse expérience, c'est-à-dire qu'un défenseur qui a joué à la Ligue quand même, qui joue à la Ligue, devait pouvoir quand même avoir de l'impact sur cette défense-là. Mais on ne le voit pas. Dans le milieu de terrain, c'est la même chose. Et en attaque, c'est encore pire. Hein? C'est encore pire, il n'y a pas de leader. Celui qui devait être le leader, Msakni, on ne l'a pas vu, il a été très transparent au cours de ce match. On a vu un peu Joaini qui est rentré et qui a eu des occasions, qui n'a pas pu les concrétiser. L'espoir même du football tunisien, celui qui joue au Danemark, là, il n'a pas pu véritablement avoir Achouri n'a pas pu avoir véritablement cette emprise sur cette équipe et véritablement l'équipe est restée sans leader. Et ça joue en défaveur de cette Tunisie-là. J'espère qu'ils vont se reprendre parce que c'est une grande nation de football. Et puis quand même, ils doivent marcher dans les pas de leurs précédents tels que Wabi Kaziri et autres, qui doivent pouvoir les encadrer pour pouvoir véritablement chose. Sinon, il y avait de la place quand même pour cette Tunisie-là de pouvoir scorer dans ce match. Mais ils ont été très fébriles en attaque. Et puis de deux, leur jeu s'est désagrégé au fur et à mesure que la rencontre avançait et ça fait que, pour conséquence, les Namibiens ont terminé. Ils ont pris confiance et à la fin, ce qui devait arriver arriva. Magoula Diop, quand on regarde le tableau de bord de cette rencontre côté tunisien, on a 61% de possession des balles, 10 tirs, 4 cadrés, 8 corners, 445 passes exécutées durant cette rencontre. Malheureusement, aucun but à la clé. Peut-être qu'ils avaient voulu prendre la balle pour aller à la maison.
Quand on a le ballon, il faut bien utiliser ce ballon-là. Il faut que la possession serve à quelque chose. Il ne faut pas faire tourner le ballon uniquement pour faire la passe à 10. Je pense que cette possession de balle-là a été stérile. Et c'était voulu par cette équipe de Namibie qui aime se projeter. C'était fait exprès. L'entraîneur namibien, Colin Benjamin, il a mis en place un système pour permettre à ces flèches-là qui sont devant d'avoir de l'espace. Et puis, c'est la vivacité namibienne qui a surpris. Et je ne sais même pas pourquoi les Tunisiens sont surpris. Et je suis tenté de croire ce que le coach Tarek nous dit quand il dit que la Tunisie aujourd'hui a manqué d'humilité, n'a pas suffisamment respecté la Namibie qui pourtant a failli éliminer le Cameroun. Hein, parce que cette équipe de Namibie, par 2 fois, le Cameroun n'a pas réussi à la battre. Et je pense que ce sont des performances qui auraient pu quand même amener la Tunisie à la respecter un peu plus. Mais non, la Tunisie, de toute façon, la Tunisie, ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas l'équipe la plus flamboyante sur le continent. Mais ça a toujours été une équipe rigoureuse dans son jeu. Et cette rigueur-là, je ne l'ai pas sentie. La Tunisie a appelé l'Italie de l'Afrique. En tout cas, dans le football. Mais aujourd'hui, je n'ai pas senti cette rigueur-là. Et bon, j'espère qu'elle va se racheter au deuxième match. Mais là, c'est face au Mali. Deux équipes qui se connaissent. Ce sera beaucoup plus compliqué. Oui, parce que c'est les bêtes noires. Tunisie-Mali, c'est 2 équipes qui se connaissent, hein, voilà, bon, ça a toujours été serré entre les deux. Entre les deux formations. Il n'y a pas vraiment une formation qui arrive à prendre comme ça le dessus. Et donc, c'est loin d'être gagné pour la Tunisie, qui doit tout faire pour ne pas perdre ce match. Je suis quand même un peu surpris, pas par le résultat, mais par la prestation tunisienne, quoi. Elle n'a rien démontré. Et bon, la Namibie a joué le coup à fond. Et puis, ça lui a souri à la fin. Elle remporte cette victoire-là, très belle victoire pour la Namibie, ce qui complique tous les calculs de la Tunisie. Dans le groupe. J'ai regardé hier, oui, allez-y. J'ai regardé hier la conférence de presse d'avant-match. Le coach namibien Benjamin, il a dit, même si la Tunisie va nous gagner, ça va être dans la souffrance et dans la douleur. J'ai senti que le match va être très difficile. Brave Warriors, en français, c'est les braves guerriers. Donc, ils se sont pris un match comme une guerre. Dans la guerre, on dit, même si tu perds une bataille, ça ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Ils ont été concentrés jusqu'au bout. Et à la dernière minute, ils ont marqué le but. Félicitations à la Namibie qui a mérité. Mais est-ce que la sortie de Keneshi, le joueur de Al Kuwait, et puis le manque véritablement d'entrain dans le jeu d'abattage au milieu de terrain de Msakni, qui peut-être avait dans la tête le fait d'être l'un des joueurs à marquer durant 6 CAN, est-ce que cela n'a pas joué contre l'équipe de Tunisie? Oui, le changement, toujours le changement sur blessure et tout, c'est des imprévus. C'est des plans que le coach doit, c'est-à-dire les préparer. Mais la Tunisie, ça fait longtemps qu'on n'a pas un avant-centre. Même à la dernière Coupe du Monde, c'est Kazri qui a joué en avant-centre. Ce n'est pas son poste habituel. On a en Tunisie ce problème d'avant-centre et de buteur. Aujourd'hui, on a vu ce problème sur les occasions ratées. En tout cas, la Tunisie doit revoir beaucoup de choses. Et surtout sur le plan défensif, parce qu'on ne reconnaît pas cette défense qui était la meilleure sur le plan africain. Aujourd'hui, ils doivent revoir beaucoup de choses, mais ils peuvent s'en sortir, je suis sûr. La Tunisie qui n'a encaissé qu'un seul but en phase éliminatoire pour arriver à la CAN et qui flanche d'entrée face à la Namibie. Coach Rigo, c'est de mauvais augure pour la deuxième journée face à l'Aigle malien. Ce sera un duel d'Aigle à qui volera le plus haut. Oui, mais je pense qu'on le voit sur le deuxième but refusé aux Namibiens qu'ils ont commencé à désagréger sur le plan mental parce qu'on avait vu d'abord une équipe bien organisée en première mi-temps qui ne réussissait pas à ses coups, surtout dans la surface de réparation adverse. Mais quand même, on a senti une cohérence à travers le milieu de terrain, que ce soit Siliman et autres. Ils se retrouvaient. Au début, ils se sont créés des occasions, mais ils n'ont pas concrétisé. Mais après, il faut reconnaître que les Tunisiens, les Algériens et autres, quand ils sont hors de leur base, c'est-à-dire que quand ils jouent en Afrique noire, sur le plan athlétique, ce n'est pas la même chose quand ils arrivent à la 60e minute ou quand ils arrivent à la 80e minute. Chez eux, là-bas, ils ont cette fraîcheur
Et ça fait qu'ils terminent fort, les matchs forts. Et ici, quand ils arrivent ici, la chaleur fait, peut-être à part l'Égypte, la chaleur fait qu'après, ils désagrègent. Et là, on a senti tout de suite que, au fur et à mesure, et c'est ce coup-là que les gars les Namibiens ont observé qu'au fur et à mesure, physiquement, ils ne répondaient plus et qu'ils pouvaient tenter quelque chose. Donc, ils ont lancé les flèches. Et quand même, on a vu la réponse. Mais cette Tunisie-là peut revenir parce que c'est une équipe bien organisée, c'est une équipe où quand même les joueurs se connaissent. Donc, ils peuvent, sur le coup du Mali, faire un match nul et puis le dernier match, gagner contre l'Afrique du Sud. Donc, on ne perd pas espoir pour cette grande équipe qui est une grande nation de football. Ils ont toujours su se relever, ces grandes nations. Mais attention, le bémol, c'est que ce soit l'Algérie, la Tunisie et autres, ils ne réussissent pas trop quand c'est pas, la Coupe d'Afrique n'est pas en Afrique du Nord. À part l'Égypte, qui a l'expérience de remporter la Coupe d'Afrique, hors d'Afrique du Nord, les autres, le Maroc et autres, ils ne le réussissent pas. Et je pense que ça pourrait les jouer encore un mauvais tour. Magloire Diop, je vous sais pressé de prendre la parole, mais emboîtons également le pas de la chaleur, de l'atmosphère. Est-ce que vous pensez que cela a joué en plus de ce que vous vouliez ajouter? Ben, tout le monde s'y attendait. Tout le monde sait qu'à cette période en Côte d'Ivoire, voilà, nous sommes en période, c'est le début de la saison sèche. Donc, on sait qu'il fait très chaud. Et tout le monde s'y attendait, il fallait se préparer en conséquence, doser ses efforts en conséquence, s'organiser en conséquence. C'est ça la stratégie. Il faut pouvoir bien s'organiser et puis pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je pense que sur ce match à la Tunisie, ça n'a pas donné vraiment les moyens de battre la Namibie. On ne l'a pas senti. Moi, je dis, la Tunisie, même si, quand elle ne gagne pas, elle ne perd pas. Au moins ça. Mais cette rigueur-là, je ne l'ai pas sentie aujourd'hui. Parce que la défense dont parle le coach Tarek, c'est la rigueur, l'organisation-là, qui fait que la Tunisie arrive toujours à contenir ses adversaires, quelle que soit la force de ses adversaires-là. Mais là, aujourd'hui, peut-être c'est les Namibiens qui ont su faire déjouer la Tunisie. Et la Tunisie se met gravement en danger. Parce que là, le Mali est tout euphorique, là, maintenant. Et quand le Mali est lancé comme ça, euphorique comme ça, c'est un danger. Donc, j'ai vraiment peur pour la Tunisie. Mais tout à l'heure, je souriais parce que la Tunisie nous a souvent fait ce coup-là de se qualifier avec 3 points. Et puis après, ils balaient le Nigeria, ils balaient tout. Ils arrivent dans le dernier carré. Bon, peut-être, pourquoi pas. C'est une équipe, non, je ne dirais pas pauvre dans son jeu. Non, on en tire beaucoup de choses au plan footballistique. Mais elle n'est pas flamboyante, la Tunisie. Voilà. Mais cette fois-ci, si elle ne fait pas attention, elle va retourner à la maison de façon prématurée. C'est vraiment, ça serait vraiment désolant pour cette équipe-là que moi je voyais quand même parce que ces dernières années, elle était constante dans les compétitions continentales à la CAN. Mais là, se faire sortir comme ça remonte à quand déjà, depuis que la Tunisie s'est fait sortir au premier tour? Ça commence à dater en tout cas. En tout cas, depuis que ça commence à dater. Mais se faire sortir on risque d'arriver à ce scénario selon vous? Ça serait un gros échec. Parce que là, s'ils perdent contre le Mali, je ne suis pas sûr que cette fois-ci, 3 points vont leur suffire. Oui, dans le passé, 3 points, ils ont su prendre les 3 points et puis après balayer tout le monde. Mais là, cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'ils aient cette chance-là. Effectivement, puisque pour passer au second tour dans cette CAN, il y a le repêchage des 4 meilleurs troisièmes. Souvent, 3 points ont suffi à certaines formations, mais dans une CAN enlevée aussi relevée que celle-là, ce serait véritablement difficile pour les Aigles de Carthage. La deuxième opposition de cette poule a mis aux prises cette équipe du Mali à celle des Bafana de l'Afrique du Sud. On a eu une première mi-temps assez insipide avec le pénalty manqué de Percy Tau, mais on va se concentrer sur cette deuxième période avec déjà l'ouverture du score de cette équipe malienne qui arrive. Est-ce qu'on peut dire que cette ouverture du score arrive contre le cours du jeu ou elle est méritée, coach Gianni Tarek? Non, on a tous vu que sur le plan physique, l'Afrique du Sud on a vu ce baisse de régime sur le plan physique et le Mali a pris un ascendant sur l'adversaire sur le plan physique, dès l'entame de la deuxième mi-temps. Donc on a senti que le Mali, elle va marquer à n'importe quel moment. C'était sur balle arrêtée, sur un bon coup de pied. Le gardien essaie il s'étire, le ballon devant le défenseur, il marque son premier but. Et là,
le Mali domine le match. Là, on ne reconnaît plus l'Afrique du Sud qui a fait une bonne première mi-temps sur le plan offensif, avec des occasions, des opportunités franches. Je crois que le Mali a mérité et ça fait plaisir de voir ce beau stade de Gon Amadou Koulibaly de Korogo. Ça fait plaisir de voir tout ce public qui vient, même les Ivoiriens qui supportent les Maliens. Les Maliens se sont sentis chez eux. C'est à côté des frontières du Mali. C'était un bon match. Victoire méritée pour le Mali. Victoire méritée pour le Mali, mais on va s'attarder sur ce coup franc. Coach Rigo, un modèle de coup franc de l'ex-capitaine du Rennes, désormais à la Real Sociedad. Il ne se pose pas de questions. Il botte côté fermé, puis ça fait mouche. Ouais, je pense qu'ils ont été malins, ils ont placé 2 joueurs. Donc, le gardien de but ne sait pas lequel des joueurs va tout de suite frapper le ballon. Donc, il va perdre forcément une seconde. Et cette seconde qu'il perd là, tout de suite, sur le deuxième ballon, c'est tellement bien enroulé qu'Amari, le capitaine, avec son expérience, tout ce bagage qu'il a, là, on l'a vu à Rennes, aujourd'hui, il joue en Espagne. Je pense qu'il a, à l'affût, il a été au deuxième ballon et il a marqué. Je pense que, quand même, ça a été déjà préparé. Ils ont des spécialistes pour ces coups de pied là. Il ne faut pas oublier que c'est cette génération-là qui a été préparée par Jean-Baptiste Guillou. Ils en payent aujourd'hui le plus fort. Mais je plains un peu les Sud-Africains parce qu'ils n'ont pas su profiter de leur temps fort. Au football, il y a un temps fort. Quand tu es dans ton temps fort, que tu as des occasions de but, il faut les concrétiser. Je n'ai pas aimé Percy Tau, sa manière d'aller tirer ce pénalty-là. Je pense que c'est l'un des joueurs qui a été le dernier à rejoindre la sélection. Moi, l'entraîneur, il ne tire pas mon pénalty. Voilà, parce qu'il n'a pas envie. Il a préféré rester dans son club et venir en dernière minute au regroupement. Et là, il a le pénalty. Regarde comment il tire ce pénalty-là. Ce pénalty, c'est toute l'Afrique du Sud. Regardez la bonne dame qui est là. Elle a ouvert sa bouche comme ça, une spectatrice, pour dire qu'elle-même, elle est étonnée. Voilà. Donc, quand tu ne concrétises pas, tu te fais rattraper. Au football, on dit, quand tu domines, que tu ne marques pas, tu es exposé à la défaite. Donc, véritablement, je pense que Percy Tau, quand il n'a pas concrétisé l'opportunité qu'ils ont eue, surtout en premier mi-temps, ils ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas concrétisées. Les Maliens se sont dit quoi? Ils ont eu leur mi-temps, à notre tour d'avoir notre mi-temps. Et tout de suite, ils se sont mis, ils ont revu le milieu en sortant surtout Yves Bissouma. Bissouma. Dès qu'ils ont sorti Bissouma, ils ont calqué le milieu adverse. À partir du moment où ils ont calqué le milieu adverse, les deux équipes évoluaient en 4-4-2. C'est-à-dire que chacun avait 4 milieux, 4 milieux. Donc, 4 milieux contre 4 milieux, ils ont récupéré plein de ballons. Et c'est à la suite de ces ballons qu'ils ont eu ces coups francs. Ils ont eu même l'autre... Rigo, on va découvrir ce pénalty-là qui vous a mis véritablement hors de vous. Voici donc cette supportrice totalement hagard après, on va dire, ce mauvais geste technique, parce que le pénalty est en réalité un geste technique. Oui, mais un geste technique qui demande beaucoup plus de concentration. Voilà, il a vu que, ouais, parce que quand tu vois Djigui Diarra, tu te dis que c'est quelqu'un qui ne fait pas les 1,90 m comme gardien de but, donc ça t'amuse de ne pas te concentrer. Et là, il a appris à ses dépens et il a tiré hors cadre. Lui qui évolue à Al-Ali, il a assez d'expérience. Il a déjà même joué en Europe, tout et tout. Donc, véritablement, je pense que quand même, c'est lui qui a... Parce que si l'Afrique du Sud marque tout de suite, ils ont un bon point là. Sur le plan du jeu, voilà, on le voit, et il n'a pas réussi à cadrer. Voilà, pour un stade avec cette qualité de pelouse-là, quand même, réussi à faire ce geste. Ça veut dire qu'il n'a pas pris soin de véritablement répéter le geste et s'attendre à ce pénalty pour donner ce bonus-là, ce but capital pour concrétiser la période de domination de l'Afrique du Sud. Et le Mali, sachant ça, s'est réorganisé. Voilà, c'est réorganisé. Voilà, ils sont réorganisés en deuxième mi-temps pour pouvoir véritablement, ils ont dit que nous, quand on aura ce genre d'occasion-là, il ne faudrait pas qu'on se... Le Mali a donc pris sa chasse à bras le corps. Et dès qu'ils ont eu le coup franc, tout de suite, vous avez vu, voilà, ils ont égalisé, et puis ils ont marqué plutôt, ils devaient égaliser, ils ont marqué, et puis ils sont allés chercher ce deuxième but-là qui a tué le match. Et ils sont rentrés dans la gestion. Gianni Tarek, est-ce qu'on peut dire que c'est le moment de la maturité pour cette équipe du Mali, souvent annoncée, mais malheureusement jamais à l'arrivée de ces 12 nations qui n'ont pas encore remporté la CAN présente en Côte d'Ivoire? Pensez-vous que le Mali fait figure d'outsider?
véritable. Oui, c'est vrai, c'est un outsider. Mais le Mali, tout le peuple malien, ils essaient d'oublier 2023. Parce que 2023, c'était une année où l'équipe nationale a échoué sur tous les plans. Surtout le match de barrage contre la Tunisie, le match de qualification à la Coupe du Monde. C'est la Tunisie qui était qualifiée. Elle a gagné 1-0 à Bamako et 0-0 en Tunisie. C'était amer pour eux. Ils avaient cette volonté que 2024 soit mieux que 2023. Et ça prouve aujourd'hui. Ils ont joué avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Pour moi, c'est le physique qui a fait la différence. Avec Sinayako, le but, c'est-à-dire ça prouve que l'équipe a résisté au duel. Il a marqué un joli but, le deuxième but. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une victoire méritée pour le Mali. Victoire méritée pour le Mali. Le groupe RTI a déployé la grosse artillerie. Il y a plusieurs reporters sur toute l'étendue du territoire national. Et Pascal Koné a promené, n'est-ce pas, son micro et nous propose ce qu'elle a réalisé lors de cette rencontre. Bonsoir Roméo Koulibaly, nous sommes bel et bien à la place Inch'Allah de Koumassi et nous avons une communauté malienne en feu après la victoire des Aigles du Mali. Je suis avec M. Traoré Adamon, supporter malien. Ok, vraiment, nous sommes très contents ce soir. Nous sommes à Koumassi à la place Inch'Allah, tellement contents, les mots nous manquent. Le Mali, à la première mi-temps, nous étions un peu embrouillé, on peut dire, on avait un peu peur, plus que c'était pas facile, c'était pas du tout facile. Mais j'ai bien dit qu'à la deuxième mi-temps, ça allait se voir, on allait voir le Mali que nous connaissons depuis trop longtemps. Vraiment, les Aigles du Mali, on les a fait confiance et vraiment ils ont relevé le défi. Vraiment une équipe formidable et très très formidable. Merci aux Aigles du Mali et merci à vous, la RTI. Et pour le Mali, les Aigles du Mali, nous sommes très très contents ce soir. Alors, monsieur Adamon, est-ce qu'on est confiant pour la suite de la compétition? Oui, mais bien sûr, puisqu'on a vu le Mali que nous connaissons depuis fort longtemps, je vous ai dit que le Mali que nous connaissons, ce n'était pas le Mali qui jouait à la première mi-temps. Et vu la deuxième mi-temps, ce que les Aigles ont fait, nous avons confiance aux Aigles du Mali qu'à la suite de la compétition, ils vont faire plus meilleur que ça. Oui. Ben voilà Roméo Koulibaly, l'ambiance qui prévaut ici à la place Inch'Allah de Koumassi. Dans une ambiance électrique, les supporters maliens promettent de faire la fête jusqu'à X heures ce soir. Allez, merci Pascal Koné, ne tardez pas trop parce que le boulot nous attend très tôt ici, demain matin à la RTI. Mais en tout cas, merci de nous faire vivre au plus près ces réactions et ces mots à chaud des supporters maliens. Magloire Diop, cette équipe du Mali séduisante, confiante pour la suite? Bon, soit dit en passant, ça fait plaisir de voir la célébration d'Amari Traoré là, sur cette pelouse vraiment magnifique. Et pour ce qui est du Mali, je pense que c'est l'Afrique du Sud qui a donné le bâton au Mali pour se faire chicoter. Voilà, c'est tout. L'Afrique du Sud avait le match en main et c'est son meilleur buteur en activité, Percy Tao, son maître à jouer, c'est celui qui a l'habitude de finir les actions de cette équipe-là et celui-là qui vient manquer ce penalty-là. Je pense que son geste technique, il a complètement manqué. Vous savez, quand le meilleur joueur de l'équipe manque un penalty, ça assomme souvent psychologiquement l'équipe. Je pense que c'est ce qui est un peu arrivé à l'Afrique du Sud. Et après, le Mali a pris confiance. Le Mali a renversé l'Afrique du Sud. Et là, comme je l'ai dit, quand le Mali est lancé comme ça, c'est très difficile. Et j'ai vraiment peur pour la Tunisie, hein, coach Tarek. J'ai vraiment peur pour la Tunisie. Oui, parce que quand le Mali est lancé comme ça, c'est vraiment compliqué. C'est aussi ça la glorieuse... Ils sont difficiles à contenir quand ils sont euphoriques. C'est aussi ça la glorieuse incertitude du football. Et dans cette poule logée du côté de Korogo, cela nous donne comme classement le Mali en tête de la poule, suivi de cette équipe namibienne. La Tunisie à la 3e place et l'Afrique du Sud ferme la marche. Demain, sur les antennes de RTI 1, vous aurez les rencontres Maroc-Tanzanie.
République démocratique du Congo, Zambie. Présentation Fatima Sibé. Pour Soir de Cannes, épisode 4, c'est terminé. Merci à vous, Gianni Tarek. Merci à vous. Merci, Rigo Gervais. Merci, Roméo. Merci à vous, Magloire Diop. Bonne soirée, Roméo. Le football se conjugue au temps de la Cannes sur RTI2 dans Soir de Cannes. Rendez-vous est donc pris pour demain, même heure. Merci. Mercredi 17 janvier 2024 sur les chaînes du groupe RTI. 17h, Maroc-Tanzanie. 20h, Congo-Zambie. RTI, diffuseur officiel de la Cannes Total Énergie 2023. La Cannes, c'est chez nous.